Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la webconférence spéciale CRPE organisée par les éditions Nathan et Léa.fr, consacrée à l'épreuve d'art. Nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Hensen et Hervé Thibault. Je vous propose de commencer. Bonjour Hervé et Philippe. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter et indiquer vos fonctions? On va commencer par vous, Hervé. Très bien. Bonjour à tout le monde. Moi, je suis enseignant en arts plastiques à l'INSPE de l'Académie de Reims. Merci. Philippe, on vous écoute. Oui, bonjour. Donc, Philippe Hensen. Je suis enseignant également d'éducation musicale, donc à la fois en collège, également dans l'Aube, et je suis également formateur à l'INSPE à mi-temps, donc sur le site de Troyes et sur le site de Chaumont. Voilà. Alors, Merci je suis beaucoup. plutôt sur le site de Reims et de Charleville. Géographiquement, vous êtes sur des zones pas tout à fait un peu éloignées. Bonjour, merci beaucoup. Je vous présente le sommaire de cette webconférence. On va commencer par un rappel des disciplines, la présentation de l'épreuve. Ensuite, on passera à la présentation du sujet qui a été choisi. Pour rappel, c'était le sujet 2 qui a été mis à disposition sur Léa.fr pour les étudiants qui souhaitaient le préparer. Et on procédera ensuite en deux temps en suivant ce sujet 2. Donc, on commencera par l'éducation musicale et en allant vers les arts plastiques. Et ensuite, on répondra aux questions des participants. Pour rappel, vous pouvez utiliser l'option questions de l'outil GoToWebinar pour adresser les questions à nos intervenants et on y répondra du coup à ce moment-là de la conférence. Vous pouvez préparer vos questions pendant tout le fil de la conférence. Nous allons commencer avec la présentation de l'épreuve, le rappel des attendus. Donc, l'épreuve d'art, c'est une des 3 épreuves d'application. Cette épreuve dure 3 heures, coefficient 1, et la note sera éliminatoire si elle est inférieure ou égale à 1. Le cadre dans lequel s'inscrit cette épreuve, ce sont les programmes de l'école primaire. Le niveau de connaissance attendu, c'est celui qui nécessite un enseignement maîtrisé des programmes du cycle 1 au cycle 4. Et pour l'objectif annoncé de l'épreuve, c'est de pouvoir apprécier la capacité du candidat à proposer une démarche d'apprentissage progressive et cohérente à partir d'un dossier documentaire composé de travaux issus de la recherche et de documents pédagogiques. Donc, pour concrétiser cet objectif, on va passer au sujet numéro 2 du CRPE 2022. Philippe, je vous écoute. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je vais aller très vite sur cette première diapo puisqu'on retrouve le sujet CRPE. On le commentera un peu plus tard lors de mon oral. Donc, on retrouve notamment la demande, c'est-à-dire la création d'une fiche de préparation en cycle 3 avec des compétences listées. Sur la diapo suivante, nous retrouvons le dossier documentaire composé de 4 documents. Et ici, on retrouve entre autres des photos, des vignettes prises du Glenn Miller Orchestra par rapport à l'œuvre de référence qui était à travailler, In the Moon. Voilà. Et enfin, si on peut passer, le document 2, lui, il s'agit d'un document institutionnel de la DSDEN, stipulant un petit peu l'histoire très brève du jazz, avec également le krach boursier. Enfin, 2 autres documents qui ont été également proposés dans le dossier documentaire, à savoir un document un peu plus par rapport à la place du corps, donc en éducation musicale, et enfin, un dernier document qui, lui, fait référence au programme scolaire, avec 3 champs de compétences sur les 4 qui sont cités ici. Donc, si on pouvait maintenant aborder une proposition de corriger de ce sujet, avant d'attaquer concrètement une présentation d'une séance, je me permets donc de faire référence un petit peu à cette analyse du sujet qui me paraît très importante. C'est-à-dire quand vous allez préparer cette épreuve écrite du CRPE, il va vraiment falloir prendre du temps pour bien lire le sujet, ce qui est tout à fait logique, et également bien
prendre connaissance également des 4 documents qui ont été proposés. Donc, concernant la séance que je vais proposer, elle est en cycle 3 et plus particulièrement en CM2. Donc, dès la présentation de ce sujet, on retrouve donc les 3 champs de compétences qui sont listés dans les programmes scolaires. Donc, l'écouter, comparer, commenter, l'explorer, imaginer, créer, et enfin, échanger, partager et argumenter. Il est à noter véritablement que le champ de compétences chanter et interpréter n'est pas listé ici. Bon, c'est quand même une surprise, on peut dire, puisque avant tout, à l'école primaire, on chante. Et donc, moi, je comprends que le chant va se dérouler lors de l'exploration, de l'imagination et de la création. Enfin, en rouge, dans l'encadré rouge, donc il est bien indiqué que la fiche de préparation permettra d'éclairer le jury sur la connaissance du cadre réglementaire et les conditions spécifiques de l'enseignement de l'éducation musicale au cycle 3. Alors, je vais prendre un petit peu de temps. Je me permets de prendre un peu de temps pour rappeler un petit peu ce qu'est en fin de compte la musique à l'école, l'éducation musicale à l'école. Dans les programmes scolaires sont bien définis 4 champs de compétences. Donc, on en a 3 ici à l'écran. Donc, on a 2 champs de compétences qui sont davantage disciplinaires, tout comme, par exemple, l'écouter, comparer et commenter, et également un autre champ de compétences qui est donc le chanter et interpréter. Parallèlement à ces 2 champs disciplinaires, on va avoir des 2 champs plus transversales, j'ai envie de dire, qui sont l'exploration, l'imagination, la création, et d'autre part, l'échanger, partager et argumenter. Vraiment, les programmes scolaires insistent sur la notion de perception et de production, c'est-à-dire on perçoit de la musique et on en écoute. Et donc, on en produit par la suite également. Et en lisant les programmes, on comprend véritablement l'interaction constante entre les deux. Donc, quand on va créer une séquence et des séances, il va falloir imaginer un petit peu une interaction assez régulière entre la perception et la production. Enfin, on est dans le cadre de l'approche par compétences. Et qui dit compétence va dire situation problème, ou plus particulièrement tâche complexe pour d'autres, à savoir la tâche complexe qui ne veut pas dire difficile, je le rappelle, vous le savez, mais qui veut dire une multitude de compétences qui sont mobilisées pour résoudre une tâche. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir une tâche en musique, en éducation musicale à résoudre avec en mobilisant différentes compétences. Et on va essayer de ne pas trop en choisir et essayer de prendre une compétence par domaine, par champ de compétences. Par exemple, une compétence de l'écouter, comparer, commenter, une compétence de l'explorer, imaginer, créer, une compétence d'échanger, partager, argumenter, et également une compétence de l'écouter, de chanter et interpréter. Et pour lier tout cela, pour que ça ait du sens pour l'élève, voilà, il va falloir véritablement savoir sur quoi on travaille. C'est-à-dire, quel est en fin de compte l'objectif concret de la séquence? Qu'est-ce qu'on veut qu'à la fin de la séquence, l'élève sache faire? Et c'est pour cela quel savoir, donc, véritablement, on va viser. Et c'est la raison pour laquelle il me semble très, très intéressant de parler de notion musicale. Quelle est la notion musicale que l'on veut travailler lors d'une séquence? Et je pense qu'il faut uniquement ne prendre qu'une seule notion musicale que l'on va traiter sur l'intégralité de la séquence lors des différentes séances. Donc, on va revoir ça ensemble sur la fiche de préparation tout à l'heure. Je pense qu'on peut passer à la diapo suivante. Merci. Concernant donc également l'analyse des documents, on remarque qu'il y a 4 documents qui sont proposés, à savoir un premier document constitué de 8 vignettes qui reprennent un petit peu une vidéo, ça doit être des captures d'écran du Glenn Miller Orchestra. Et on remarque surtout, ce qui est intéressant, c'est que certains musiciens sont assis et d'autres sont debout. C'est-à-dire qu'on peut comprendre par là, en regardant les photos,
que les musiciens assis font partie du big band. Je rappelle, c'est un orchestre de jazz. Et ceux qui sont debout vont être un moment soliste, vont faire ce qu'on dit dans le milieu, le chorus. Le deuxième document, lui, est un document donc, de la DSDN évoquant le jazz, la naissance du swing. Donc, c'est une période du jazz entre 1920 et 1940, c'est un style de jazz, et qui va être un petit peu confronté effectivement au krach boursier, de 29. Et donc, ce document fait référence donc à ce fameux krach. Et ce qui est également intéressant, c'est que le document 1 également, on a des personnes sur une vignette qui dansent, qui font la fête. Et c'est la particularité de ce style de jazz où on est dans un pays prospère qui va être interrompu par cette crise de 29 et où les gens font énormément la fête. Et donc, je pense que ce document a été mis là délibérément pour partiellement évoquer peut-être l'histoire des arts. Concernant le document numéro 3, un document d'Eduscol, je retiendrai, on l'a mis en orange, donc l'importance de la notion de la production et de la perception. Encore une fois, on est dans vraiment une interaction entre produire de la musique et en écouter. La mobilisation du corps, du geste, de la voix. Donc, c'est là-dessus que je vais essayer de proposer quelque chose par rapport à la séance. Et enfin, le quatrième document, lui, bon, c'est un rappel des programmes d'enseignement où on a ce que j'ai envie d'appeler, moi, les champs de compétences. Et hélas, dans ce document, on n'a pas forcément les compétences listées dans le BO, comme par exemple la compétence repérer et nommer une organisation simple dans le champ de compétences écouter. Voilà. Si on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît, merci. Donc, par rapport aux attentes d'une fiche de préparation, c'est toujours assez compliqué de pouvoir dire il faut mettre ça. Ça dépend un petit peu, je dirais, de la personne qui l'a créé, également quelles sont les attentes. Et surtout, cette fiche de préparation doit permettre une réflexion didactique de la séance, c'est-à-dire qu'on doit imaginer tout de suite, en la faisant, comment on va gérer un petit peu notre séance en classe. Ce qui me permet d'embrayer qu'en musique, avant tout, on n'est pas assis sur une chaise et à la table. Je pense que la disposition doit être réfléchie suivant la salle où on se trouve et dans le monde vraiment du nirvana où on aurait une possibilité d'avoir une grande salle de cours. Je pense que l'idéal serait que les élèves soient debout, voire en arc de cercle ou en demi-cercle face à l'enseignant pour l'activité de production notamment. Bon, dans les fiches de préparation, je pense que c'est nécessaire et ça c'est vraiment quelque chose d'important. Ce sont les objectifs. Qu'est-ce qu'on veut que l'élève apprenne à la fin de la séance, à la fin de la séquence? Et donc, on est toujours sur les savoirs. Quelle notion musicale je travaille? Voilà. Si je peux me permettre un parallèle avec la présentation, enfin l'outil qu'on a reçu, le document, pardon, d'une étudiante qui nous a envoyé le sujet rédigé. C'est ce qui pêche un petit peu. La copie était bonne, très intéressante. Il manquait l'objectif. En fin de compte, quels sont les savoirs qu'on travaille? Ça, c'est la petite parenthèse. Voilà. Donc après, que fait l'enseignant? Que font les élèves? Les consignes, les critères de réussite, etc. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc maintenant, concentrons-nous plus précisément sur la fiche de préparation que je propose. Donc j'ai décidé, voilà, de partir du principe que le chant a déjà été réalisé durant la séquence. C'est pour ça que cette séance, je la place en numéro 3 par rapport à la séquence. Donc il s'agit de la troisième séance de la séquence. J'ai pris un chant bon, qui marche assez bien à l'école, toi et moi. On peut vous chanter rapidement le refrain. Toi et moi, dans la même histoire, toi et moi, qui aurait pu y croire, vous et nous, ici, là, ce soir, vous et nous,
tous dans la même histoire. Donc, là, il s'agit du refrain. Et donc, l'objectif de la séquence serait de chanter, je dis bien de la séquence, hein, serait de chanter toi et moi en dialogue. Donc, le dialogue en musique, ce serait la notion que je vise et que j'aurais compris par rapport aux documents qui ont été proposés lors de l'épreuve du CRPE, notamment par rapport à l'écoute de Glenn Miller. Donc, sur la séance numéro 3, l'objectif serait de mobiliser le corps pour percevoir le dialogue entre les instruments solistes et l'orchestre. Et j'ai limité de 45 secondes à 1,38, si certains veulent réécouter l'heure. Et enfin, un deuxième objectif serait, une fois que justement ce dialogue ait été compris par les élèves, de recréer un dialogue musical, cette fois-ci, sur le refrain de cette chanson. Voilà. Pour cela, des compétences visées, bon, j'ai mis les domaines, écouter, comparer, commenter, échanger, partager, argumenter, explorer, imaginer, créer. On retrouve les domaines proposés par l'institution par rapport au CRPE. Donc, disposition, modalité, une salle avec un libre espace, sans table, sans chaise, si possible. Voilà. Donc, cette séance se déroulerait en 4 phases. La première, donc, ce serait une découverte d'In the Moon, durée assez courte, même pas 1 minute. C'est un choix. C'est un choix parce que je pense que cette œuvre aura besoin d'être écoutée plusieurs fois et en se concentrant uniquement sur pratiquement 1 minute afin de dégager la notion de dialogue en musique. Par dialogue, moi j'entends un jeu entre des masses sonores, c'est-à-dire par exemple 2 instruments qui jouent, qui vont dialoguer avec un orchestre, qui vont dialoguer avec un groupe d'instruments par exemple. C'est un petit peu ce qui se passe de 45 secondes à 1,32 où on a le thème B joué par tout le big band qui est joué 2 fois. Ensuite, on va avoir un chorus joué par 2 saxophones accompagnés de la section rythmique, piano, contrebasse et batterie. On retrouve ensuite un ensemble de cuivres, tous les cuivres qui jouent avec la section rythmique. On retrouve à nouveau les 2 saxophones en soliste, accompagnés par la section rythmique. Et enfin, à nouveau le tutti des cuivres avec la section rythmique. Donc là, je viens de faire le plan de l'œuvre, ce qu'on appelle en musique un musicogramme. Voilà. Donc l'idée serait, dans un premier temps, sur la première phase, que les élèves ressentent qu'il y a différentes masses sonores qui se répondent entre eux. Sur la phase numéro 2 maintenant, voilà, merci. L'idée serait donc d'essayer de coder, grâce aux vignettes proposées par les documents, de coder, donc de créer le musicogramme cette fois-ci en classe, afin que les élèves comprennent, entendent et par le visuel également passe par le visuel pour comprendre qu'il y a sur la vignette 7 tous les instruments qui jouent, sur la 6 on retrouve le chorus avec 2 instruments qui jouent, sans forcément identifier les instruments, on est vraiment en général. Sur la vignette 3 par la suite on retrouve les cuivres encore une autre masse sonore qui joue, qui interrompt un moment le chorus qui reprend avec 2 instruments, et enfin, encore une fois, les cuivres. Donc l'idée serait de réussir à retrouver ce musicogramme plus ou moins. Si on peut passer à la diapositive suivante, merci. Une fois que cela a été réalisé, il serait maintenant judicieux de passer par le corps, toujours avec cette même écoute, avec ce même extrait musical, où on pourrait, par exemple, retrouver 3 groupes, puisque auparavant, on avait certes 5 parties, mais basées sur 3 masses sonores, donc on avait 3 vignettes, et retrouver ces masses sonores où un groupe représente le big band, un second le solo de saxophone, enfin les solos de saxophone, et le dernier, les cuivres à la section rythmique. Et ils se déplacent uniquement quand la masse sonore définie joue. Voilà. Une fois que cette phase a été menée à bien, l'idée c'est également, bien sûr, puisque avant tout on fait de la musique en classe, c'est que cette fois-ci ils en produisent et qu'on avance donc sur l'objectif final, à savoir créer un dialogue sur le refrain, où on peut par exemple imaginer
une constitution de groupe de 6, 7, 8 élèves, puisque là, peut-être qu'on aura besoin quand même de groupes importants pour qu'ils reprennent le chant, toi et moi, le refrain, et ils essayent de construire un dialogue avec peut-être deux, trois élèves solistes et un autre groupe plus important afin donc de commencer à créer un dialogue, d'en discuter. C'est pour ça que j'ai rajouté une compétence du partager, échanger, partager, commenter. Et ils vont explorer, imaginer et créer également. Voilà. Donc l'idée, souvent en musique, ce qui est très intéressant, je pense que par rapport à l'évaluation, c'est très très nécessaire. L'autorégulation de l'élève aussi, c'est vraiment important. C'est d'enregistrer souvent, le plus souvent, la production de la classe. Et ici, par exemple, ce serait peut-être un gain de temps pour la séance suivante, qui aurait lieu peut-être 2, 3 jours, une semaine après. D'une part, ça permettrait de se rappeler ce qu'ils ont fait, et d'autre part, de se réécouter dans un but de régulation, évidemment. Voilà. Avec, sans oublier, le fameux bilan qui est nécessaire pour véritablement institutionnaliser le savoir. Merci. Donc, par rapport à si on peut passer voilà, à la diapo suivante. Donc, une proposition de plan par rapport à la commande de l'épreuve. Je le vois en 3 parties, hein, rien de novateur. Une première partie, introduction, où je pense que c'est vraiment important de passer du temps de présenter les documents issus du dossier documentaire, puisque c'est une œuvre qui aurait dû, qui doit être travaillée durant les préparations présentées succinctement in the Moon, Glenn Miller, le Big Band, l'époque swing, si on maîtrise un peu, le document quand même annexe peut aider, et enfin annoncer la notion musicale visée de la séquence. Souvent, ça on oublie. Le développement en 2 parties, je vais vite parce que je crois qu'il me reste plus beaucoup de temps. Une proposition donc de la fiche de préparation et surtout argumenter ses choix peut-être dans une deuxième partie du développement de façon rédigée cette fois-ci. Faire attention également à l'orthographe, à la grammaire, à la syntaxe, puisque souvent également ça peut pêcher. Je rappelle qu'on passe un concours pour être enseignant et donc pluridisciplinaire. Enfin, une conclusion recentrée sur l'essentiel du développement et enfin une ouverture surtout comme par exemple l'histoire des arts, l'évaluation par exemple. Si on peut enfin arriver à la dernière diapo, parce qu'il me reste 10 secondes. Voilà quelques conseils. Je vous laisse les lire, mais surtout les conseils viennent, j'ai vraiment parcouru les rapports de jury. Oui, j'ai parcouru les rapports de jury et donc c'est moi qui sonne, pardon. Hop. Excusez-moi. Donc, j'ai parcouru les rapports de jury qui disent effectivement que souvent, les manques étaient assez réguliers dans l'évaluation, le PEAC, la différenciation. On oublie souvent qu'il faut que l'élève soit actif et enfin, privilégier la créativité de l'élève au détriment de l'imitation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Philippe, pour tous ces conseils. On va passer à la deuxième partie du sujet, qui était donc celle des arts plastiques avec Hervé. Très bien, ben, merci Philippe, effectivement. Donc j'enchaîne là sur un sujet qui est l'autre type de sujet qu'on peut avoir, qui peut tomber, puisqu'en gros on a soit des sujets qui vont demander de créer une situation de classe, comme Philippe vient de l'écrire, ou des sujets comme celui-ci, qui au contraire présentent une fiche de préparation qu'il faut analyser, critiquer. Donc voilà, le premier document, après le sujet qu'on a vu au tout début, puisque les 2 sujets étaient l'un à côté de l'autre, sur lequel on va revenir dans un instant parce qu'il nécessite aussi d'être analysé en détail, il y a ce premier document qui décrit donc une séquence de classe, ce qui est appelé par le document lui-même une fiche de préparation.
On pourrait discuter sur le fait qu'on soit vraiment en présence d'une fiche de prep, mais bon. Donc ça, c'est le premier document. On y reviendra bien entendu dans un instant. Le deuxième document est un document exactement dans la même structure que précédemment, qui fait plutôt référence à un texte d'expert ou un texte de recherche. Ici, c'est Florence de Merdieu avec Histoire matérielle immatérielle de l'art moderne, qui est un des grands best-sellers de l'histoire de l'art et de l'histoire des arts plastiques d'une façon générale. Et puis, donc, un troisième document. Il n'est pas rare qu'il y ait 4 documents, là il y en a 3, parce que le premier prenait peut-être plus de place que l'habitude, qui régulièrement conclut et rappelle les programmes et les éléments fondamentaux. Ici, on est avec les 4 compétences structurantes de toute séquence ou de toute activité en art plastique au cycle 3, les 4 grandes compétences sur lesquelles on va revenir dans un instant. Donc, si on peut passer à la diapo suivante, voilà, comme c'est à peu près le même schéma que ce que Philippe vient de décrire, évidemment, la première chose à faire, c'est de lire le sujet de façon extrêmement approfondie, parce que chaque mot compte, c'est une évidence de dire ça, mais c'est évidemment vrai aussi pour ce type d'épreuve. Et en fait, il est pas mal présenté puisqu'il est toujours en 3 parties, si du moins ce schéma est maintenu par la suite, qui permettent de bien dire, ben oui, il y a 3 parties parce qu'il y a vraiment 3 choses à voir, hein. Il s'agit d'utiliser les documents fournis et donc de les citer et de les citer tous de préférence. Et là, donc, il est bien précisé qu'il s'agit d'une analyse critique, c'est-à-dire en gros faire valoir des points positifs et des points négatifs de la fiche de préparation qui est dans le document 1. L'encadré qui suit est évidemment fondamental parce que lui resserre, contrairement d'ailleurs au sujet de l'éducation musicale qui finalement faisait la liste des compétences, à l'exception d'une, si j'ai bien entendu ce que Philippe décrivait. Là, au contraire, on resserre sur l'un des multiples points qui sont qu'il est possible de travailler en art plastique. Et il semble, excusez-moi, que le créateur de ce sujet ait choisi sans doute l'un des points qui est le plus problématique à saisir ou à assimiler si on n'est pas familier. C'est celui de la matérialité des productions plastiques. Et c'est pas aussi simple que ça, cette histoire-là. C'est-à-dire que quand on est la matière, on va penser à soit les matières qu'on voit dans une peinture, par exemple, il y a du tissu ou il y a du bois, or c'est pas vraiment ça. Bien sûr que c'est ça, mais c'est beaucoup plus que ça. On peut penser aussi aux matières qui forment la sculpture, du marbre, du bois, des choses comme ça, mais aussi en fait à tout ce qui montre qu'en fait une œuvre plastique est un objet qui est fait avec de la matière. Et que quand on regarde la Joconde, certes, on voit une personne, mais Maurice Denis, par exemple, à la fin du 19e siècle, précisait, rappelait aux gens que non, en fait, on voit de la peinture sur du bois, qui nous fait croire qu'il s'agit d'une personne. Et c'est ça la matérialité de l'œuvre. Et c'est très intéressant en art plastique parce que c'est fondamentalement sensible. Il va falloir toucher les matières, toucher la peinture, toucher ici le papier, comme on va le voir. Et donc, tout le sujet, ce qui est écrit là, c'est un signal qui vous dit, dans tout ce que vous allez écrire et dans tout ce que vous allez lire dans les documents, il faudra le regarder à travers ce filtre-là. C'est la matérialité qui nous intéresse. Pas tellement le reste. Si vous avez des choses à dire sur la composition d'une œuvre, par exemple, ben, c'est pas ça qui est au cœur du problème. Et puis, comme Philippe l'a dit, c'est pour ça que je passe, la dernière phrase pointe bien le fait qu'il va falloir s'intéresser à la didactique de la discipline et puis aussi au cadre réglementaire qui fait référence à toutes les structures qui viennent d'être dites et qui sont équivalentes en art plastique et en musique, le parcours d'éducation artistique et culturelle, le nombre d'heures de cours par semaine, par exemple, etc., qui sont des points fondamentaux. Donc voilà, cette lecture-là, elle est vraiment essentielle. Et ensuite, si on peut passer à la diapo suivante, on peut rentrer dans le détail. Et donc, il y a à regarder les documents et donc constater que justement, dans ce document-là, ce qui m'a été dit précédemment, c'est qu'il faut que je regarde en quoi la matérialité et les constituants de l'œuvre sont présents. Alors évidemment, ça va être dans les images avant tout, puisqu'on voit bien à gauche que ce sont des images en noir et blanc, d'ailleurs d'une qualité peut-être qu'on aurait pu espérer de meilleure qualité, parce qu'on les voit
Finalement, pas si bien que ça a l'air d'être plutôt du végétal. Et puis donc à droite, des productions d'élèves dont on voit qu'ils ont manipulé une matière particulière, le papier, ce que le document précise. Et puis, dans cette lecture-là, il y a 2 points qu'il faut dire. Vous avez en bas, je les ai encadrés de 3 petits cadres rouges qui sont l'un à côté de l'autre, 3 mots, réalisation, verbalisation et référence artistique, qui nous rappellent que finalement, on va les retrouver dans les compétences du document numéro 3, puisque quand on fait des arts plastiques à l'école, on fait ces 3 choses-là. On produit, on verbalise sur ce qu'on a produit et on fait des références avec des œuvres d'art. Puis j'ai mis en vert un point de plus qui là n'est pas dans le sujet, mais est dans le document, c'est que par ailleurs, ce travail sur la matière, il semblerait que la fiche de préparation qui est décrite là propose aux élèves non seulement de manipuler des matériaux et un matériau particulier qui est le papier, mais les divers types de papier, mais de chercher la ressemblance. Et ça, c'est nouveau, c'est bizarre. Et je me demande dans quelle mesure ça peut pas être pensé par celui qui a produit le sujet comme étant peut-être un piège. Parce que la ressemblance, ça veut dire qu'on va copier. Et si on a une bonne perception des arts plastiques, de l'art à l'école, on n'est pas là pour refaire la même chose que les maîtres. On n'est plus dans la copie des maîtres, on est plutôt pour inventer. Et donc, est-ce que finalement, c'est une bonne idée? Et d'ailleurs, la copie que nous avons reçue de la personne qui l'a faite se pose la question à la fin, très justement, mais en se disant que finalement, c'est peut-être pas si bien. Et là, au contraire, il faut valoriser cet élément-là. Copier, faire ressemblant, ça ne veut pas dire ne pas faire preuve de créativité. Ça veut dire au contraire faire preuve de créativité pour trouver les moyens de la ressemblance. Mais c'est subtil. Et voilà, c'est un point qui est sûrement un petit point de dérapage possible dans le sujet, alors que le reste est assez visible. Si on peut voir la diapo qui suit, le deuxième document, celui-là, j'ai l'impression, moi, pour les sujets maintenant qu'on connaît, qui sont tombés, il n'y en a pas autant que ça, mais il y avait les 2 sujets 0 et les 3 sujets qui sont tombés en France cette année, que ce document d'expert, donc le texte de Florence Demerdieu ici, il est vraiment à considérer comme une aide. Il ne faut pas en avoir peur. Il se peut qu'il soit un peu verbeux, jargonneux, ou ce qui d'ailleurs pas le cas de celui-ci. Je pense qu'il faut au contraire le prendre comme une aide parce qu'il vous donne du vocabulaire. Il n'est pas certain que vous ayez pensé à parler de texture, par exemple. Alors le mot est là. De parler de déchirer, de plier, de froisser, qui sont bien ceux qu'on entend dans la matérialité. Et finalement, ce document vous le donne en fait. Et puis par ailleurs, il y a aussi des artistes. Alors bien sûr, il n'est pas certain que vous connaissiez précisément les œuvres qui sont citées, mais elles sont peut-être pour vous mettre la puce à l'oreille que dans le document précédent. Il y avait pas mal de choses expliquées, mais il y avait juste un petit mot à la fin sur les artistes. Il s'agit de montrer l'œuvre d'Eva Jospin, et c'est simplement dit. Et là, il y a un peu comme un clin d'œil du genre, ben oui, finalement, on pourrait citer beaucoup plus d'artistes. Je crois que vraiment, il faut lire ce document qui va être normalement dans tous les sujets, dans cet esprit-là. Qu'est-ce que je peux prendre qui va m'aider, en fait? Voilà. Et puis, donc, il y a un 3e document, si on peut passer la diapo d'après, qui est, donc j'ai remis à gauche le document 1 pour faire le parallèle, mais le 3e document, c'est la partie qui est à droite, qui vous rappelle les 3 moments fondamentaux de la pratique des arts plastiques, avec les fameuses compétences. Et justement, la première, alors je dis 3 moments, et vous voyez qu'il y a 4 cases. C'est parce que les 2 premières cases font partie du premier moment, qui est le moment de réalisation ou de production, qu'on subdivise en 2 de façon subtile, me semble-t-il, dans les programmes. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que produire. D'abord, on expérimente, on fait des essais. Et puis ensuite, une fois qu'on a vu un petit peu où ça allait, par des temps d'expérimentation, c'est très proche d'une démarche scientifique en fait. Alors, on va pouvoir produire pour de vrai. Donc, la première et la 2e compétence sont toutes les 2 à placer dans la production. Et puis ensuite, on va verbaliser, c'est écrit noir sur blanc, et puis référer avec des œuvres d'art. Donc déjà, ça nous rappelle ça nous remet le cadre. Puis comme vous le voyez, c'est dans la première ligne surtout que la lecture à travers le prisme de la matérialité est importante, puisque il faut observer les effets produits, sous-entendu les effets que vont produire les jeux de matière.
Quand je froisse du papier, quand je le plie, quand je le colle, quand je le superpose, ça fait quoi? Ça fait évidemment des choses différentes. Et il y a bien sûr des choses qui vont arriver et que je ne vais pas prévoir, et c'est la base souvent de la pratique artistique plastique, que de ne pas faire exprès. Il y a quelque chose qui apparaît et l'intelligence, c'est de l'avoir remarqué et de l'avoir gardé, beaucoup plus que de l'avoir pensé ou prévu. Donc voilà, pour ce qui est de point de l'analyse des documents. Ensuite, il faut écrire. Alors là, on ne va pas être dans la création d'une séance, on va être dans une analyse. Il me semble, moi, qu'un développement intéressant est aussi très classiquement en 3 parties, avec une introduction qui synthétise le sujet, c'est-à-dire qui rappelle cette histoire de matérialité, qui annonce le plan. J'insiste là-dessus parce que nous avons lu les rapports de jury d'à peu près, d'ailleurs, de toutes les académies, et nombreux sont ceux qui précisent que c'est intéressant de conclure son introduction sur l'annonce du plan qui va suivre. Et ensuite, là, je crois que très classiquement, il faut ensuite, le gros développement se divise en 3 parties, mais surtout en 2, en fait. On va présenter les aspects positifs et les aspects négatifs du document 1 qu'on analyse, mais il est intéressant de mettre en avant ça, un moment de présentation de tous les documents, à une condition, c'est que ce soit une présentation analytique, et pas une présentation simplement descriptive. Ça, c'est pas la peine. Et analytique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va justement rappeler ce que je viens de dire. C'est-à-dire dire, voilà, dans le document 1, le sujet nous dit de nous intéresser à la matérialité. Donc, le document, il parle de la matérialité à cet endroit, celui-là, celui-là. Et puis le document 2 en parle à cet endroit. Florence de Merdieu développe les différents papiers qui sont bien une matière, etc. Et donc évidemment pour le document 3 aussi. Donc non pas présenter, mais présenter en disant en quoi ces documents sont intéressants pour le sujet, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et puis une conclusion qui classiquement va recentrer sur l'essentiel, dire ce qui était le plus important dans tout ce qui vient d'être dit. Une conclusion n'est pas une sorte de résumé ou de redite, c'est plutôt, voilà, dans tout ce que vous venez de lire, s'il n'y a vraiment qu'une seule chose à se souvenir, c'est cette chose-là, par exemple. C'est l'état d'esprit d'une conclusion. Et souvent, pourquoi pas, de proposer une ouverture sur quelque chose qui pourrait prendre la suite de la séance en question. Par exemple, ce qui est décrit là, il n'y a pas de couleur. On n'est qu'avec du papier blanc. Tiens, on pourrait conclure en disant, on va continuer, mais on prendra des papiers de toutes les couleurs, puis on verra ce que ça fait. Et ça nous donnera une nouvelle séance qu'on ne décrit pas, évidemment, hein, qu'on esquisse seulement comme ça. Voilà, si on peut avoir la diapo suivante. Donc oui, dans cette diapositive, il y a le résumé en fait de ce que je viens de vous dire, hein, sur le retour des 4 documents. J'aurais dû demander de la passer juste avant, pendant que je viens d'en parler. Hein. Donc je vous propose de la passer, d'autant plus que le temps passe. Et donc voilà, la proposition de corriger, il me semble que le plus simple est de le diviser en 2 parties. Quels sont les aspects positifs et quels sont les aspects négatifs? Le terme négatif étant d'ailleurs peut-être un peu fort, disons ce qui pourrait être amélioré dans ce que j'ai lu dans le document 1. Hein. Et on peut peut-être commencer par les aspects négatifs. Il me semble, moi, qu'il est préférable de commencer par les aspects positifs, d'autant plus que, à mon avis, si j'avais eu à faire la composition, je trouve que la séquence qui est décrite, l'activité plutôt, qui est décrite dans le document 1, comporte beaucoup plus d'aspects positifs que d'aspects négatifs, en fait. Et évidemment, il me semble que le jury, le lecteur de votre travail, s'intéressera à ce que vous les pointiez et que vous expliquiez évidemment pourquoi ils sont positifs. Et donc, il me semble intéressant aussi de diviser les choses en 2. Ce qu'on appelle le point de vue scientifique et épistémologique, c'est-à-dire ce qui fait référence à la discipline en tant que telle, l'art, les arts plastiques, indépendamment de l'école. Est-ce que vraiment ça parle de ça? Est-ce que ça ne parle pas de choses qui font pas vraiment partie des arts plastiques? Et puis le deuxième point, est-ce qu'il y a des points positifs du point de vue de la didactique, comment s'enseigne cette discipline? Et donc du point de vue scientifique ou disciplinaire, pourrait-on dire, effectivement, les points positifs sont que nous sommes bien dans une dimension sensible. Les élèves ne sont pas là pour analyser le papier ou pour savoir comment c'est fabriqué, ils sont là pour le manipuler et pour se laisser aller à ce que
finalement, le papier va agir sur eux. Hein. Ils ne sont pas là pour travailler sur le papier ou la matière, ils sont là pour voir comment la matière eux-mêmes les travaille, comment ils vont réagir à ça. Hein. Il y a création d'une production plastique, c'est rien de le dire, mais c'est fondamental. Quelquefois, on pourrait imaginer qu'on ne va que parler, par exemple. Non, on fait vraiment quelque chose, et ça, c'est un point très positif. Et de plus, cette production plastique, elle est pourvue et porteuse de sens. C'est-à-dire que les élèves savent pourquoi ils le font, donc elle est pourvue de sens, et ils vont réaliser quelque chose qui n'est pas simplement là pour faire joli, mais qui a du sens aussi, par exemple, celui d'être ressemblant vis-à-vis des images de départ. Hein. Il y a des phases d'expérimentation et de recherche qu'on pressent très très bien, et donc ça c'est extrêmement positif. Et avec ça, ça se voit très très bien dans la deuxième partie du document où on a les productions d'élèves, on voit que chaque élève n'a pas fait la même chose. Chacun s'est approprié les choses. Tout ça, c'est excellent et c'est vraiment ce qu'on attend et ce qu'on fait quand on fait des arts plastiques à l'école ou dans le monde entier en tant qu'artiste. Et puis, il y a aussi des éléments positifs d'un point de vue didactique. J'aime bien, moi, le fait qu'il y ait un titre, choisir à bon escient. C'est un titre qui est critiquable, mais il y en a un. La séquence, c'est pas leçon numéro 4, on lui a donné un nom, un peu poétique. Il y a des objectifs, il y a une consigne qui permet une activité, qui incite. Tout ça, ce sont des choses pas très compliquées, mais dont le correcteur va attendre que vous lui disiez que vous avez compris ça. Hein. Rendre les choses, dire l'évidence, ça montre qu'on a compris. Hein. Et que cette consigne, en plus, propose une contrainte, ce qui est un élément fondamental de la discipline art plastique, en général à l'école, mais là, c'est-à-dire qu'il va falloir résoudre un problème, en fait, celui de la ressemblance en utilisant des matières. Il y a bien une expérimentation, la réalisation d'une production. Il y a un temps de verbalisation fondamental. Beaucoup d'enseignants encore qui pratiquent les arts plastiques sont trop sur la pratique, on fait et puis ensuite on passe à autre chose. Non, en art plastique, à l'école, si on fait des choses, c'est pour les regarder ensuite et en parler. Et évidemment, il y a une relation avec l'œuvre d'art. Voilà pour les éléments positifs qui sont très nombreux donc en fait dans cette présentation. Et puis, dans la diapo suivante, s'il vous plaît, on va passer ensuite aux aspects plus négatifs. Et d'un point de vue scientifique, épistémologique, ben, j'en vois pas beaucoup. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y en a peut-être que j'en ai oublié, puisque nos disciplines ne sont pas des sciences exactes. Ce qu'on vous propose, ce n'est pas la réponse au sujet, c'est une réponse au sujet qui nous semble cohérente. Et ben, ce document cite simplement en prolongement qu'on ira voir l'œuvre d'Eva Jospin, qu'on est censé connaître puisqu'elle fait partie du programme, mais ben, on n'en dit pas plus, ni qui est cet artiste, ni à quoi correspond l'œuvre, pourquoi elle est citée. On peut le déduire, d'ailleurs la personne qui nous a déposé une copie a bien saisi que l'œuvre d'Eva Jospin travaille sur le carton, de la même façon que la séance qui est décrite en document 1 travaille sur le papier, donc on est bien dans l'idée de la matérialité et de la ressemblance, puisque cette œuvre-là essaye de ressembler à une forêt avec des arbres, mais ça n'est pas dit. Et ça, bah, on peut le reprocher, ça aurait pu être dit en 3 lignes. Hein. Et puis, d'un point de vue pédagogique et didactique, globalement, on va lui reprocher à ce document le fait qu'il est beaucoup trop succinct, qui dit les images prennent tellement de place que du coup, sans doute que la personne qui a écrit ça a voulu ou a dû se tenir à une seule page. Et ben, tout est dit, mais dit de façon tellement rapide que si moi je veux faire cette séance dans ma classe, cette séquence ou cette activité, je vais avoir du mal à me retrouver sur tous les détails. J'aurais besoin de plus d'aide. Je ne suis pas obligé de tout comprendre par implicite. Hein. Par exemple, les compétences des programmes ne sont pas citées. La question de la ressemblance, il aurait pu être dit que c'est aussi dans les programmes officiels. C'est un des points qu'on appelle les questionnements du cycle 3. Les objectifs sont finalement très peu précis, hein, travailler la question de la ressemblance, amener les élèves à choisir. Ça aurait pu être un petit peu plus précis. Le point sans doute le plus négatif, c'est qu'on veut donner aux élèves le choix et en fait on leur dit choisis qu'un seul papier et à partir de là, et donc ils n'expérimentent pas. Voilà, la verbalisation est citée mais on n'explique rien. Les productions des élèves sont données sans explication non plus. Tous ces éléments-là manquent et la référence artistique, comme je l'ai dit,
et trop peu décrite. Voilà, j'ai terminé mon temps alors qu'il reste une diapo. Donc, on peut, je vais la résumer juste en un mot. C'est une sorte de synthèse, cette diapo, de ce qu'on a pu lire dans les rapports de jury. D'une façon générale, et c'est vrai un peu aussi pour la copie qui nous a été présentée, je crois que les jurys seront très très sensibles si vous utilisez du vocabulaire spécifique de la discipline. Et donc, il y a le support, le médium. Par exemple, le papier ici, c'est un médium. Ben, c'est bien de dire que c'est ça. Ça montre que… Et le reste, je crois, de ce qui est sur cette diapo, puisque mon temps est fini, a déjà été dit dans ce que je vous ai présenté. Je voudrais juste terminer sur le dernier point, qui est ce que j'ai retrouvé aussi comme étant le point le plus problématique, y compris de la part de nos étudiants quand ils nous rendent des travaux, c'est qu'ils sentent les choses sont dites, mais il n'y a pas assez d'exemples. Par exemple, dans la copie qui nous a été proposée, il est écrit qu'il s'agira de mettre des mots sur sa démarche, faire parler les enfants. C'est bien, mais on en veut plus. Quels mots? Qu'est-ce qu'on va leur poser comme question? Est-ce qu'on va leur dire, par exemple, explique-moi comment tu as fait, ce qui est extrêmement vaste, ou est-ce qu'on ne va pas plutôt leur dire, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as fait ce petit morceau de ta production en tout petit ou en très grand? Et là, on pose des questions pointues qui vont faire que l'élève va accéder à une véritable argumentation de sa pratique. Et cet exemple extrêmement précis, ça permet au lecteur de se rendre compte, de vous imaginer dans la classe en train de faire la leçon en fait. Et c'est pour ça que, si vous pouvez, c'est vraiment dans la relecture de ce que vous faites ce qu'il faut se dire. Est-ce que finalement, j'ai dit des choses intéressantes, mais est-ce que j'ai vraiment donné des exemples? Qu'est-ce que je dirais là à l'élève ou qu'est-ce que l'élève pourrait dire ou faire précisément? Voilà, merci et désolé d'avoir dépassé un peu du temps qui m'était imparti. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup Hervé pour tous ces éléments. On va pouvoir maintenant passer aux questions qui ont été envoyées par la bilangue de questions. Donc, merci beaucoup. On va commencer par une question qui soulève la question de la possibilité d'utiliser l'œuvre proposée comme cœur de la séance, en disant qu'elle avait, pour sa part, centré sa séance directement sur In the Mood en écoute, réflexion et avec une partie percussion corporelle. Ça vous paraît possible, Philippe? Oui. Après, le problème, c'est le sens qu'on donne à une séquence. C'est-à-dire, si on fait des percus corporels, ouais, très bien, super. Mais est-ce qu'on les fait juste sur une séance? Quelle est l'utilité de mettre des percussions corporelles sur la séance? Par rapport à quelle notion? Par rapport à quel objectif? Ou est-ce qu'on peut même imaginer une percu corporelle à la fin de la séquence avec sur toujours une chanson qu'on apprend en parallèle, puisqu'il est quand même marqué que dans les programmes scolaires qu'on chante et on interprète. Donc, dans les percus corporels, c'est possible d'associer le geste instrumental au geste vocal, oui. Après, je pense que c'est intéressant, oui, mais par rapport à une chanson. Mais faire de la percu, du rythme, que pour du rythme sur une séance, de la séquence, qui comporte en général entre 5 et 7, 8 séances, je trouve que c'est dommage par rapport au sens que l'on donne à l'enseignement. Parce que le gamin, en fin de compte, l'enfant, qu'est-ce qu'il va penser? Qu'est-ce que je dois faire, en fait, concrètement? Pourquoi je fais ça? Donc, bon, peut-être, j'espère avoir répondu à la question. Donc oui, c'est une bonne idée, mais peut-être voir par rapport à l'objectif de la séquence, vraiment. Ok, merci beaucoup. On a une autre question plus sur la manière de formaliser, qui pose la question sur le fait, est-ce qu'il faut rédiger sous forme de tableau la fiche de prep? Je sais que… Voilà. Comment répondre? Qui est appelé à répondre? Hervé, si on alterne. Oui, c'est problématique. Plusieurs rapports de jury disent que la présentation sous forme de tableau est souhaitée. Cependant, on imagine un candidat qui a 1h30 pour faire puisqu'il faut faire les deux, 1h30, 1h30, avec juste son stylo et sa règle, tracer toutes les cases d'un tableau, c'est quand même, ça prend du temps. Donc peut-être mettre sous forme de tableau le début, là où on va dire compétences, objectifs, rôle de l'enseignant, etc.
puis ensuite ne pas faire tout sous forme de tableau. Mais c'est un peu comme on le sent. Moi, j'ai tendance plutôt à proposer ça parce que le temps est quand même rapide. Enfin, il n'y a pas beaucoup de temps et donc le tableau pour vraiment l'en-tête, puis ensuite le déroulé, lui, il peut être assez linéaire. Première phase 1, phase 2, phase 3, etc. Voilà. Mais c'est juste, ce n'est que mon humble avis en fait. Je peux me permettre également, oui, on s'est posé la question également, et je pense qu'il faut qu'on prenne l'habitude de le faire à la main. S'exercer à le faire à la main, parce que généralement, c'est vrai que on le voit, nos étudiants en M2, ils ont l'habitude de le faire informatiquement avec les tableaux bien définis sur Word, par exemple. Donc, peut-être de temps en temps se mettre sur table pour quand on prépare le CRPE et tracer à la main, quoi. Maintenant, est-ce qu'au sujet du concours l'année prochaine, enfin en avril, on va avoir une séance à préparer avec une fiche de prep? C'est toujours l'inconnu. C'est une réponse. Voilà. Merci beaucoup. Il nous reste encore un tout petit peu de temps. Est-ce que la question. Voilà, on avait une étudiante qui nous posait la question qui avait déjà été posée dans une précédente conférence sur le fait de choisir l'option art au concours, mais sans être quelqu'un de très calé. Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Philippe? Enfin, le niveau est indiqué, hein, c'est un niveau de fin de collège par rapport aux connaissances attendues, que ce soit dans les arts, que ce soit dans les sciences, que ce soit en histoire, géographie et éducation morale et civique. Je pense qu'il faut être curieux, qu'il faut avoir envie de découvrir des choses. Et puis après, tout ce travail se prépare. Maintenant, c'est une épreuve écrite, ce n'est plus une épreuve orale. C'est quand même différent, on est plus quand même sur de la didactique, je trouve. On n'est pas forcément sur des savoirs artistiques très très poussés. Donc je ne sais pas ce que Hervé en pense, mais avant tout, je pense qu'il faut avoir envie de découvrir des choses. Oui, non, mais je t'avais donné la parole en premier parce que je crois avoir répondu à la conférence précédente déjà à cette question qui est parfaitement légitime. Mais oui, c'est ça la réponse. Non, il ne s'agit pas du tout d'être spécialiste. Il y a une liste d'œuvres, donc parce que généralement, la plupart du temps quand même, ce qui effraie les non spécialistes, c'est je ne connais pas suffisamment d'artistes, je n'ai pas une grande culture. Il y a une liste d'œuvres qui est donnée. On pourrait prendre le temps de développer. Si c'est une base, il faut les connaître, les avoir vues, les avoir écoutées pour la musique. Peut-être aussi avoir fait des relations les unes aux autres parce qu'elles fonctionnent beaucoup par couple. Si on avait le temps de les voir, on pourrait voir ça. Il y a par exemple un portrait sculpté de Camille Claudel et puis un autre portrait sculpté de Picasso. Voilà, donc déjà on peut faire des liens comme ça. Bien entendu, quand vous essayez de regarder cette liste d'œuvres, n'hésitez pas à essayer de trouver d'autres portraits sculptés, par exemple, pour en citer un ou deux au-delà de ça. D'ailleurs, c'est un travail que nous avons fait et qui est possible de télécharger sur les fiches d'accompagnement qui sont sur Léa. Voilà, donc non, c'est pas du tout obligé d'être spécialiste. En revanche, il faut bien avoir lu les programmes et bien avoir compris que faire des arts à l'école n'est pas ni de la virtuosité technique, ni de la décoration pour faire joli en art, c'est toujours se poser des problèmes et les résoudre avec un langage qui est celui de l'art, celui de la musique ou celui de... Et ça, dans les programmes, c'est clairement dit, quoi. Évidemment, les enfants sont pas là et les élèves sont pas là pour devenir des pseudo-artistes. Ils sont là pour expérimenter des moyens artistiques et ensuite de constater ce qu'ils ont fait et d'en parler. Et il est hors de question de mesurer leur qualité artistique. Le but n'est absolument pas celui-là. Le but est de les faire pratiquer les arts et ensuite de constater et de parler de ce qu'ils ont pratiqué. Donc, voilà. Je peux juste faire une petite allusion par rapport aux œuvres imposées. En éducation musicale, le problème, c'est que vous n'aurez pas d'audio lors de l'épreuve, c'est-à-dire que si on fait référence à une chanson qui est dans la liste imposée ou à une œuvre comme In the Moon,
il faut l'avoir entendue, même pas forcément la connaître parfaitement par cœur, mais l'avoir déjà écoutée et savoir un petit peu quelle est la structure du chant. Bon, les chansons qui sont cette année en œuvre imposée sont assez faciles en général, mais il faut vraiment les connaître au cas où le sujet vraiment s'inspire d'une de ces œuvres. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Vous pourrez retrouver le replay de cette webconférence. Vous recevrez un mail pour vous informer lorsqu'il sera en ligne. Vous pourrez retrouver toutes les informations en lien avec l'ouvrage, donc les ressources qu'évoquait Hervé, sur lea.fr dans l'espace dédié Devenir enseignant. Et pour la suite, vous pourrez retrouver les webconférences à suivre le 1er février pour la webconférence Sciences et le 8 février pour Histoire Géo. Comme pour cette séance, vous pourrez envoyer votre cas pratique pour que les participants à la webconférence en prennent connaissance et en tiennent compte pour leur présentation. Merci beaucoup, Hervé et Philippe, pour cette présentation très détaillée. Merci à vous. Merci beaucoup. À très bientôt pour suivre la préparation au concours. Bonne soirée. Au revoir Merci. et merci de votre écoute. Au revoir.